Question rapide pour vous, M. Guilbeault. Oui, rapide. Plafond d'émission, est-ce qu'on écarte ça, plus sur le carbone? Parce que, considérant le rapport de ce matin, est-ce qu'un jour ça sera mis et quand? Oui, bien absolument. On a tenu des consultations l'an passé sur le principe, la réglementation sur le système de plafonnement et réduction dans le secteur du pétrole et du gaz. Nous serons en pré-publication du règlement d'ici l'été, probablement, et un règlement final approuvé l'an prochain. OK. Pour application qui serait dans quelques années? Bien, on va voir, là, il faut élaborer, on est à l'élaboration du règlement, là, mais on a besoin, c'est l'un des éléments dont nous avons besoin pour être en mesure d'atteindre nos objectifs de 2030. Alors, il est hors de question de laisser ça de côté. Et je vous dirais, non seulement ça, mais l'une des critiques que le commissaire nous adressait, notamment sur le règlement sur la teneur en carbone des carburants, qu'on appelle en anglais le Clean Fuel Standard. Ça a pris 5 ans, c'est trop long. Il a tout à fait raison. C'est d'ailleurs pourquoi, regardez sur le méthane, la loi zéro émission, le réseau électrique carboneutre, le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, ces règlements-là sont en voie d'être adoptés en l'espace de 2 ans, pas 5 ans ou 6 ans. Donc, on a coupé en 2 les délais pour adopter des nouveaux règlements Environnement et Changement climatique Canada. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je salue l'annonce de ce matin qui va soulager beaucoup de gens dans ma circonscription, des gens qui avaient peur qu'une autoroute routière sorte des quartiers centraux de la ville de Québec, qui est au milieu de ma circonscription. Donc, avec plus de congestion, plus de pollution et une moins bonne qualité de l'air. Alors, je pense que c'est une annonce qui va faire du bien à beaucoup de gens dans ma circonscription, dans le plein centre-ville de Québec. Et je remercie Mme Guilbeault de l'avoir faite. Avez-vous l'impression que votre gouvernement serait disposé à financer ce projet? Alors, ce qu'on a entendu ce matin, c'est, cette annonce là, autour du retrait d'autoroute qui serait autrement sorti dans ma circonscription, et 2, bien, du temps demandé par Mme Guilbeault pour déposer un projet, premièrement pour le présenter à la population de la Ville de Québec et de la région de Québec, et 2, pour éventuellement le déposer au gouvernement canadien. Donc, par respect pour ce souci qu'elle nous demande de respecter, bien, on va prendre le temps qu'il faut. Est-ce que l'argent serait disponible dans le budget pour ça? Est-ce qu'on aurait les moyens, avec les finances actuelles, de financer un projet d'aussi grande ampleur? Bien, à nouveau, des questions légitimes se posent là, sur qu'est-ce que pourrait être ce projet. Et par respect pour Mme Guilbeault, je pense qu'il faut patienter un petit peu avant d'en parler davantage. Vous étiez en campagne électorale. À quel point ce projet-là risquait de vous nuire, votre position en tant que gouvernement face à cette promesse de la CAQ dans la région? Bien, comme député de Québec, moi j'ai la chance d'être responsable d'une circonscription qui est une des plus belles au pays. C'est la capitale nationale, ça, on le sait. Là. Et dans ma circonscription, il y a des gens qui habitent dans Saint-Roch, dans Saint-Sauveur, dans Limoilou, dans Vanier, qui voyaient ça venir et qui s'inquiétaient beaucoup. Beaucoup de gens m'en parlaient parce que ces gens-là vivent dans un milieu qui est déjà très congestionné, la pollution est importante, la qualité de l'air est faible, l'espérance de vie est plus faible qu'ailleurs au Canada. Donc, ce sont des gens qui, avec raison, s'inquiétaient de cette idée qu'une autoroute éventre leur milieu de vie. Et je pense que l'annonce à nouveau de ce matin va les rassurer. Donc, selon vous, le fait que votre gouvernement n'était pas chaud à l'idée, ça ne vous nuisait pas dans vos chances électorales? Bien, c'est sûr que c'est un projet qui a créé beaucoup de débats à Québec, y compris dans ma circonscription. Il y a des gens qui étaient en faveur de ce projet dans ma circonscription, mais je pense que la plupart des gens, certainement dans les quartiers centraux, Saint-Nouveau, Saint-Jean-Baptiste, Vanier, Saint-Roch, Limoilou, ce sont des gens qui s'inquiétaient de cette possibilité qu'une autoroute sorte tout d'un coup. Comme les bretelles de l'autoroute du Frein-Montmorency, ceux qui connaissent la Ville de Québec se souviennent de ce traumatisme que des gens de ma circonscription ont vécu il y a déjà plusieurs décennies, lorsque des piétons, des sorties d'autoroute sont arrivés et ont dévasté leur milieu de vie. Pensez-vous qu'à moyen ou long terme, il faudra avoir une nouvelle option pour les autoroutes, pour les automobiles dans la région de Québec? Les conservateurs semblent dire que ça prendra une infrastructure éventuellement. Les conservateurs à Québec, là, je parle au provincial, parler d'un pont plus loin. Bref, est-ce que vous croyez qu'il doit avoir une réflexion, du moins, concernant les autos Québec-Lévis? Bien, 2 choses là-dessus. La première, c'est qu'on sait où on s'en va. On s'en va dans une direction où on va devoir être plus capable de protéger notre environnement naturel, y compris à Québec, l'environnement naturel qui protège, lui, l'environnement social, la qualité de vie, la santé des gens. Donc, c'est là qu'on va. C'est pour ça qu'en deuxième lieu, les investissements du gouvernement canadien, au cours des prochaines années, des prochaines décennies, vont tourner autour des infrastructures en transport collectif et en transport actif. Ça va aussi faire en sorte de réduire la congestion qui existe effectivement dans la circonscription dans la région de Québec, quand plus de gens auront des options de transport collectif et de transport actif,
il va y avoir moins d'autos sur les routes et plus de place pour ceux qui ont besoin de prendre des voitures pour se déplacer. C'est bon? Merci, bonne journée à tout le monde. Sur la nouvelle mouture qui est présentée, avez-vous un avis là-dessus? Je vais prendre le temps de la regarder plus en détail. Là. Ça a été une journée occupée ici, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder ça en détail, mais c'est sûr que sur le fond, je pense que c'est un secret pour personne qui suit un peu la politique à Québec. J'étais pas, ni moi ni M. Duclos, particulièrement fan du projet de troisième lien autoroutier qui était présenté. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que le gouvernement du Québec décide de prendre un autre chemin. Puis après, pour la suite des choses, ça va nous faire plaisir de regarder comment est-ce qu'on peut être des partenaires, comme on l'est pas mal toujours dans les projets de transport collectif. C'est ce qu'on fait avec le tramway, par exemple, à Québec. Cette histoire-là de troisième lien en campagne électorale, est-ce que c'était risqué pour vous? À quel point ça faisait bouger l'opinion publique pour ou contre vous dans cette histoire, votre non-adhésion au projet jusque-là? Ça dépend vraiment disons, je crois que géographiquement à Québec, il y a différents endroits où c'est plus ou moins populaire. C'est sûr que dans les quartiers centraux, c'était définitivement un projet qui était pas très populaire. Mais je pense que l'opinion était assez partagée par rapport au troisième lien à Québec. C'était loin d'être l'unanimité. Puis, pour ma part, par exemple, je me réjouis pas de ceux qui ont cru à l'engagement électoral qui avait été pris et qui sont aujourd'hui déçus. Je trouve en effet que ça alimente le cynisme. Puis ça, c'est sûr qu'on ne peut pas se réjouir de ça. Même si je me réjouis que le gouvernement ait changé de fait. Merci beaucoup. Oui. Combienième? Troisième. OK. Oui. Est-ce que vous êtes... comment vous réagissez? Mais lorsqu'on parle d'avoir plus de transports en commun, c'est toujours une bonne nouvelle. Est-ce que votre gouvernement serait prêt à financer ça? Faudrait regarder, il faudrait recevoir le projet, bien évidemment, mais ça fait partie des priorités du gouvernement du Canada que d'investir dans le transport en commun. Mais encore une fois, c'est spécifique à chaque projet. À quel point ça vient faciliter votre relation, encore une fois, avec le gouvernement Legault? On dirait que tous les problèmes se tassent les uns après les autres. Le troisième lien, c'en était un. Il y a beaucoup de bonne volonté de collaborer, de travailler ensemble. Les résultats que l'on obtient collectivement, c'est pas le fruit du hasard. Ça fait partie de nombreuses discussions qu'on a sur une base régulière. C11? Oui. Comment ça se passe? Comment vous réagissez par rapport à la dynamique au Sénat? Bien, C11 est le projet de loi qui a passé le plus de temps au Sénat dans l'histoire du Canada. Donc, il a été amplement étudié à la fois en Chambre, au Sénat. Je remercie les sénateurs pour leur travail. Et maintenant, je pense que c'est le temps qu'on avance et qu'il ait la sanction royale. Vous remerciez les sénateurs pour leur travail. Avez-vous l'impression qu'ils sont tous de bonne foi en ce moment dans cette étude de projet de loi-là? Chacun amène ses priorités. Je déplore par contre les délais retardés par les conservateurs de façon volontaire. Là. Ils l'ont dit, ils veulent tuer le projet de loi, même si ce projet de loi demande simplement aux streamers, aux Netflix, Disney, de contribuer au contenu canadien. Ils ont tout fait pour le tuer. Malgré ça, c'est un bon projet de loi, qui a un bon équilibre, et j'espère qu'il sera adopté bientôt. Beaucoup d'optimisme pour une entente rapidement en ce qui concerne les fonctionnaires fédéraux et la grève? Bien, moi, je pense que lorsqu'il y a de la bonne volonté puis de la bonne foi, on arrive toujours à s'entendre. Les meilleures négociations et ententes se passent autour de la table. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Bien, premièrement, c'est sûr que ça nous désole, cette annonce-là. En même temps, on respecte le choix du gouvernement du Québec. C'est leur responsabilité, leur choix. Pour nous, au départ, en ce qui concerne le gouvernement Trudeau, le gouvernement libéral a toujours été clair comme quoi qu'il ne financerait pas un troisième lien avec un volet automobile. Et ça, on l'a toujours dénoncé, ainsi que les autres partis fédéraux. Il y a seulement le Parti conservateur qui était d'accord à aider le gouvernement du Québec dans un concept qui inclut le transport collectif et le transport automobile. Là, maintenant, d'annuler cette partie-là, c'est sûr que ça nous déçoit, parce qu'on considère que l'automobile sera toujours nécessaire, même dans 30 ans. On aura des automobiles électriques, automobiles à hydrogène, mais on a besoin pour circuler. Le transport, c'est pas seulement concentré autour de Québec, Lévis, centre-ville. On parle des régions comme Bellechasse, la Beauce, des gens qui doivent circuler pour traverser de la Rive-Nord à la Rive-Sud. Ça va prendre éventuellement un autre lien pour remplacer aussi les ponts qui deviennent de plus en plus désuets à Québec. Et maintenant, est-ce que le fédéral doit être au rendez-vous pour financer le projet qui est maintenant... Bon, là, maintenant, nous, c'est sûr que le projet qui est en place, on verra
l'avancement plus détaillé de ça, mais il reste que c'est sûr et certain qu'il va falloir avoir des discussions, que le Québec nous reparle au fédéral pour avoir un troisième lien qui comportera une partie automobile. C'est impératif, on n'a pas le choix, et même la ministre Guilbeault, ce matin, j'ai entendu en entrevue dire que dans le futur, ça se fera, mais pourquoi ne pas y penser immédiatement? Éric Kerr, c'est chez vous, ça? Est-ce qu'il peut rester en place? Écoutez, ça, je ne commenterai pas. M. Kerr est au provincial. Là, je ne commente pas les décisions des députés ministres du Québec. Qu'est-ce que ça a comme impact, mettons, d'un point de vue confiance dans les politiciens, quand ce genre d'événement-là arrive, qu'une promesse formelle pour laquelle des gens sont prêts à mettre leur siège en jeu est finalement rompue? Comme je vous dis, la décision revient au gouvernement du Québec et on la respecte. Mais en principe? Mais sur le principe, c'est sûr et certain que toute promesse électorale doit être basée sur une volonté de réalisation. Et là-dessus, il faut que je donne à Justin Trudeau aux libéraux. Ils ont toujours été clairs qu'ils ne devraient pas financer un projet comme le troisième lien. Et le Parti conservateur, en 2019-2021, à Québec, on a toujours été clair qu'on serait des partenaires du gouvernement du Québec dans un projet qui inclurait l'automobile. Nous sommes le seul parti qui le veut et on le veut encore. Bon, espérons qu'il y aura une nouvelle mouture ou un réalignement où on pourra repenser un projet qui sera un troisième lien. Et la version aussi du troisième lien, pour nous, c'est pas nécessairement un tunnel, ça peut être un pont, ça peut être d'autres choses, mais ça va prendre une infrastructure dans un futur rapproché. Vous dites que ce sont des décisions qui sont, mettons, des décisions provinciales, mais avez-vous l'impression que l'aspect du financement fédéral était crucial dans tout ça? Bien, il faudra voir. Là, ça appartient au gouvernement du Québec de répondre à ce genre de questions-là. Mais pour nous, on sait que c'est un projet qui était très dispendieux, évidemment. Mais en même temps, il y a différentes sortes de projets qui auraient pu être emmenés. Puis nous, on était ouverts à discuter sur peu importe le choix du gouvernement du Québec, parce que ça leur revient. Mais il reste que la volonté politique fédérale d'aider le gouvernement du Québec. Il y avait juste le Parti conservateur qui était clairement ouvert à supporter un projet qui inclut le transport collectif et l'autoroutier. Hey, la grève, là, est-ce que vous pourriez envisager le Parti conservateur voter contre un éventuel projet de loi de retour au travail? Actuellement, ce qui concerne la grève qu'on vit à la fonction publique fédérale, on constate clairement que c'est dû à la compétence de Justin Trudeau. Je veux dire, M. Trudeau a augmenté la fonction publique de 30 %. Les dépenses reliées à la fonction publique sont augmentées de 50 %. Puis là, on se ramasse aujourd'hui avec une grève généralisée à travers le pays. C'est pas normal. Donc, pour nous, ce qu'on demande actuellement, c'est que Justin Trudeau s'assoie à la table de négociation, que les ministres règlent la situation. Il y a moyen de régler ce conflit-là avant de passer à une autre étape. Cette vague-là. Pour l'instant, c'est hypothétique. Nous, ce qu'on demande, c'est de régler ce qui aurait dû être fait en amont, que ça se fasse. On n'a jamais vu une grève comme ça de la fonction publique depuis 40 ans. À l'époque du gouvernement conservateur, souvent les gens disaient « Ah, il y avait des conflits ». On a toujours réglé, puis on n'a jamais eu de conflit comme ça. Donc là, c'est à Justin Trudeau de s'expliquer pourquoi, encore une fois, on se ramasse avec des situations incroyables et c'est les citoyens qui vont en payer le prix. Vous ne fermez pas la porte à une collaboration. On est toujours ouvert à ce que ça fonctionne pour les Canadiens. Vous parlez à propos de la PCU. Il y a des gens qui ont retourné leur chèque, qui ont retourné leur argent et qui continuent de se faire demander de rembourser. C'est quoi le problème? Est-ce que vous en avez conscience entre les deux ministères? Il semble y avoir des problèmes de communication. Et qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Bien, merci pour la question. On doit constater qu'il y avait 8,5 millions de Canadiens qui ont reçu le PCU. C'est 81 milliards de dollars qui étaient dépensés justement pour aider les Canadiens durant un temps difficile. 1,8 million de ces Canadiens ont reçu un avis de paiement. La majorité des cas sont bien à régler. Je ne peux pas commenter sur des cas uniques et individuels. Et je sais qu'il y a des cas divers et bien sûr, s'il y a des cas spécifiques, on va faire l'enquête à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut que ces cas sont bien réglés et on va faire l'enquête. Est-ce que c'est un problème de communication entre les deux ministères? Est-ce que, parce qu'il semble que parfois, les gens l'ont retourné au mauvais ministère. C'est pas nécessairement ce cas-là. C'est que quelques Canadiens ont reçu le PCU pour part de l'Agence de revenus canadien. Quelques-uns l'ont reçu pour Service Canada, pour ESTC. Alors, mais ils ne savent nécessairement pas c'est quoi le ministère, mais c'est bien sûr quelque chose qu'on va faire de l'enquête. Dites-moi sur les passeports, quel est le service minimum que vous pensez pouvoir assurer pendant le conflit de travail? Est-ce que vous avez une cible
Donnez-moi une idée de la proportion de ce que vous allez pouvoir. Ça dépend, c'est complètement dépendant de la loi des services qui sont essentiels. Les services de passeport ne sont pas considérés essentiels. C'est seulement les passeports en cas d'urgence ou en des cas humanitaires. Alors, par exemple, quelqu'un qui doit travailler, qui doit voyager pour leur travail et qui va être d'un désavantage économique, quelqu'un qui doit recevoir des soins de santé à l'extérieur ou ils ont une membre de leur famille qui est malade à l'extérieur ou qui est décédé. C'est seulement dans ces cas extrêmement uniques. Alors, par exemple, hier, c'était presque 500 cas dans tout le pays. Alors, c'est vraiment quelque chose unique et c'est des cas vraiment spécifiques. Les autres services de passeport, alors si c'est une application normale de 10 à 20 jours ou même dans le cas d'un voyage qui vient, c'est pas considéré comme essentiel. Cependant, la loi de ces services essentiels. Alors, c'est vraiment seulement dans les cas urgents et humanitaires. Il ne faut pas laisser ça traîner très longtemps, j'imagine. Hein? Oui. Merci. Bonne journée. Obviously, what's the long-term prognosis for passports and other processing things at Service Canada if this strike continues longer than it has to? Like, I did go to a passport office today. Obviously, people are showing up disappointed that maybe they don't qualify for the emergency cases. So what's the long-term? Because a lot of people are told, come back when the strike's over, and obviously you can't say when that's going to be over. So is there any other contingencies you can do for people that are in this situation? No, because the law lays out very clearly that passports are not considered an essential service unless in these emergency situations that you described. So if you need to seek medical services abroad, if you have a family member that is critically ill or has passed away and you need to travel, unless you have to travel for work and your economic well-being is dependent on that. The situations are very, very limited in scope for which passports, unfortunately, can be issued right now. I don't know if it's good news, but the good news is that we're in a much better position this year than we were last year. There's a lot more capacity in the system, and if we don't have an accumulation of applications during the strike, so, for example, you can still submit your application, but there's no one to review it, right? And so if you go to a Service Canada Centre or a passport office and you drop off your application, you have to leave all of your primary documents there. And there's, the employees cannot return it to you if you then need it while the strike is continuing. So the recommendation is not to do that. But because we have more capacity across the network than we did previously, once the strike is lifted, we will be able to get through that. So you're not anticipating the same type of backlog? It just depends on how long the strike goes on for, but we do have more capacity that we will be able to manage in a much better way than we did last year. So, thank you. Thank you. Mr. Chairman, is 13 billion too much to attract a foreign company to come here and build a factory? Well, I would say the numbers that matter is 5. And what's that mean? That's 5 years, the payback. That's 5 years. That's a very good investment. Talk to any banker, he would say if you get your money in 5 years for a plan that's going to be there for 100 years, that's a pretty good deal for Canadians. So that's really what you need to look at is 5. Because what we have said, and that's what's new, it's a production support. So first they have to build a factory, $7 billion. Once they have invested $7 billion, if and when they produce and sell anything subject to the IRA over 10 years, then you have production support. But the number that matters for Canadians, this is going to be the largest plant in Canada. You're talking about 391 football field. This is a game changer for a nation. I would say, if you go back to the Conservative and go talk to the people of St. Thomas, they let them down at the time. They let the plant close. They let 8,000 auto workers lose their job. We're going to invest in the future. We're going to be there for the people of St. Thomas. We're going to be there for auto sector. I think that's what matters to Canadians. We're going to be there. We're going to lead. There's a generational opportunity. We're not going to let people of St. Thomas down. We're going to be there for them. So you mean we got value for $13 billion? Well, listen, you don't need to take it from me. Just look at the analysis that's been produced by the different reports. Just look at what Volkswagen did in Spain. This is the largest gigafactory outside, overseas, if you want, for them. This is going to be their largest site to date.
So my point is that if you look at the economic output of that plant, you're talking something between 200 billion to 400 billion. To put in perspective, a federal budget pre-pandemic is around 300 billion. This, in terms of output for the country, you're talking about not thousands of jobs, you're talking about tens of thousands. This is the first time we attract a car manufacturer in 35 years. This is the first time ever we attract a European car manufacturer in Canada. And this is going to be a game changer because they're bringing their whole supply chain in Canada. That's what we want, because you know what? When you see a transformation in the industry like that, you have to seize the moment. You lose that, what's going to happen to the auto sector? So my question to anyone is, what's the cost of inaction? What we said, and there should be no surprise whatsoever, we said we're going to match what we saw in the United States with the IRA. We're going to level the playing field because we believe in Canadian workers, we believe in the auto sector, and we believe in Canada. But isn't this already taking up most of what's in that strategic fund? Well, right? That's a $20 billion when we're saying that, fund, that's right? even a contingent liability. This is not even a fund because, you know, this is a production support. So let me go back. First, you have to build a plant. So that's going to take a few years. Mm-hmm. And then only if and when they ever produce and sell a cell, as you call it, for a battery, and subject to the IRA, and over 10 years, then you provide support. So the $13 billion you're telling me is not like tomorrow they're getting it, but there's none. What's it being phased out in? So you're saying a 5-year plan? How it works. What are the objectives? Yeah, there? so the first thing, you need to build a plant. And that's going to take a number of years because that's a $7 billion plant. So this is probably, you know, I would guess this probably... And how much of federal money is going into building that plant? $700 million federally to support that in CapEx. But after that, once you've built a plant, like I said, they need to start operating and selling batteries in order for any support to come. So this is a support that's going to come years from now. But in order to make sure that we secure our position and that we lead in the EV world, we had to level the playing field. And I can tell you, every jurisdiction in the world would have wanted a Volkswagen plant like that. Because you know what? If it's good for Volkswagen, it's good for anyone in the world. So, you know, we made a different choice than the Conservative at the time. They let the people down. They let St. Thomas down. They let 8,000 workers down. They closed plants. We're opening plants, and we're doing that with Volkswagen. What will this mean for other offers like Stellantis and other auto companies? Are we expecting things we said even above we would and be beyond very $13 billion? selective. We're going to be strategic, and we're going to be targeted. That's what we said. You know, we're not the United States. We're Canada, so we can only do certain things. And certainly that's why this is the first one out of the gate. But did the U.S. IRA inflate this? Well, offer? I would say... Did you have to go to that type of well, a subsidy? You have to go offer for that? toe-to-toe, but that's not unique to Canada. Look at what Germany is doing. Look at what the European is doing. That's why when it was reported, it just says Canada is matching that. But you know how we won that contest? We won because of the talent of our people. We want because we have the critical minerals. We want because we have renewable energy. We want because we have access to market. When I spoke to the CEO of Volkswagen, he would tell you, I said, you're going to be here for 10, 20, 30 years. He said, Minister, I'm here for 100 years. And the support is at best for a couple of years. So if you put that in perspective, you say, this is, like I say, the number that matters is that we're getting our money back in 5 years. Is any of that money going towards the infrastructure that will get the critical minerals to Well, the yeah, well, I mean, that's part of the reason where they're coming, you know, our national critical strategy. But who's building the infrastructure to get it there? The mining infrastructure? Well, you know, we have our national critical mineral strategy, but you remember what we did? This is part of the vision. You said we're going to do green steel, we're going to do green aluminum, we're going to do green batteries. And just recently, you may have seen that BMW decided that all the aluminum needed for all the cars they manufacture in North America is going to come from Quebec and Canada. So this is how you see this transformation coming. And one day you won't have engines like that. You'll have electric engines. And we know that the future is electric. So my point is I want Canada to lead. I want possibilities for the next generation of workers so that they can be there in the auto sector. That's why I think it's a big win for Canada. Are you getting into a VW today? No, I'm going to Toyota, which is a great manufacturer as well. See you guys.